Je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on fasse le bilan et qu'on se rende compte qu'en fait, notre génération, là, de toutes les trentenaires qui vont arriver, vont finir toutes seules avec des chats. Et ça m'a vraiment rendue la pire des misogynes, quoi, clairement. Moi, j'ai vécu le truc, je me suis considérée comme trans pendant plusieurs années. Dès que je mettais des petites robes bustiers, j'avais l'impression d'être un travesti. Je me suis dit, ok, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout le même contexte, mais quelque part, est-ce que c'est pas ça une belle figure à laquelle tu peux te raccrocher? Je m'appelle Amélie Menu, j'ai 30 ans et j'ai été, on va dire, youtubeuse, créatrice de contenu sur internet pendant, je pense, 6 ans. Là, très récemment, je me suis fait embaucher par Omerta, donc, qui est un nouveau média qui est en train de se lancer, en tant que journaliste. En fait, à la base, moi, je viens vraiment de la gauche. Comme j'étais donc une artiste, j'étais dans le milieu artiste parisien, qui est de gauche, voire même d'extrême gauche. C'était vraiment, moi, c'est comme ça que je suis rentrée depuis le début. En fait, depuis ma terminale L, en fait, je traîne dans tous les comment dire, les milieux LGBT, etc. C'était déjà il y a 10-12 ans, quoi. Donc vraiment depuis très très longtemps, j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans le féminisme, j'ai baigné dans la culture LGBT, etc. Et bien sûr dans l'art et dans l'espèce comment dire, de trucs un peu stylé, mondain, parisien, tu vois, le truc un peu hype de la capitale. À mon époque, par exemple, moi j'avais décidé d'arrêter de me raser et de m'épiler. Et déjà à l'époque, on peut dire que c'était quelque part un peu militant parce que c'était tellement bizarre d'avoir des poils sur les jambes pour une fille, par exemple, ou sous les bras même, que c'était déjà un petit peu subversif. Voilà, je le fais parce que ça déconstruit les stéréotypes, etc. Comme j'étais j'avais une personnalité assez masculine, j'avais vraiment des ambitions de fou pour ma vie et donc j'étais pas militante dans le sens où j'avais pas de blog, j'étais pas en train de parler de féminisme à proprement parler, mais je veux dire toute ma vie tournait autour de ça, c'est-à-dire je voulais devenir un homme à la place des hommes en fait. Il y avait un truc où je m'étais fait... En fait à l'époque le féminisme était ce que j'appelle le féminisme masculiniste. C'est-à-dire qu'en fait c'était un peu genre dans cette volonté de dire ah on est les oppressés, bah en fait ça mettait la féminité en fait totalement en défaut et ça nous faisait passer pour la féminité en fait c'est le sexe faible en fait finalement et on s'est fait bolosser tout pendant des milliers d'années et voilà maintenant il faudrait qu'on reprenne le pouvoir. Moi j'ai adoré ça parce qu'avec mon caractère hyper masculin, même mon physique qui est de base très très masculin, j'ai des grandes épaules, voilà, j'ai pas de seins, pas de fesses, donc il y avait vraiment ce truc hyper androgyne dans lequel j'adorais je sais pas comment dire personnifier quoi, cette espèce de féminisme un peu bourrin, j'allais draguer dans la rue parce que je me disais les filles elles draguent, c'est hyper passif, je vais pas attendre qu'un mec vienne me parler, moi j'ai envie d'avoir ce mec donc je vais aller lui parler et donc pour m'entraîner j'allais avec mes potes, on allait draguer dans la rue, j'ai fait du MMA, j'ai fait beaucoup de boxe, j'ai fait beaucoup de j'ai fait plein de bêtises quoi en fait. Après il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui me reprochent et qui me disent non mais le féminisme que t'as suivi c'est pas le vrai féminisme. Alors peut-être aujourd'hui, il y a plein de nouveaux courants, peut-être parce que justement, il y a des filles, il y a des femmes qui, elles, se sentent pas du tout masculines comme je l'étais et comme l'a été l'ancienne vague de mon époque. Parce qu'il faut savoir qu'à mon époque, c'était quand même beaucoup plus underground. Le féminisme, c'était presque un petit peu la honte quoi, de se dire féministe. Au moment où ça a commencé à exploser, c'était grâce à Mademoiselle. Donc mademoiselle.com, et c'est à ce moment-là où c'est devenu un petit peu mainstream, et où donc les femmes un peu plus féminines sont rentrées dans les luttes, on va dire ça comme ça, et donc maintenant aujourd'hui le féminisme il est obligé de, je sais pas comment dire, de jouer sur, oui non mais en fait la féminité c'est bien, mais en fait maintenant il y a aussi les trans qui arrivent dans l'intersectionnalité, donc en fait maintenant la féminité c'est juste un ressenti, enfin bref, ça devient vraiment hyper explosé, le féminisme c'est devenu plein de choses, il y a l'écoféminisme, il y a le féminisme radical, le féminisme intersectionnel. En fait maintenant il y a tellement de féminismes différents, mais à mon époque en tout cas, c'était vraiment, il faut avoir de l'ambition, il faut être forte, il faut être presque vulgaire et entreprenante comme les hommes. Et donc moi c'est ce féminisme-là que j'ai suivi. Le féminisme où en gros on voulait s'extirper du patriarcat entre guillemets, mais c'est-à-dire s'extirper des relations monogames basiques, s'extirper du fait qu'il faut qu'on se marie et qu'on ait des enfants. Donc voilà, il y avait cette volonté de ne pas faire d'enfants, d'être un peu rebelle, etc. Et moi c'est vraiment ce féminisme-là que j'ai vécu et qui en définitive m'a causé beaucoup de tort en fait. Je me suis
rendu compte avec le temps que j'ai beaucoup profité et j'ai beaucoup apprécié un petit peu cette espèce d'euphorie en fait qu'on a quand on goûte au pouvoir, en fait, on goûte à la liberté et à ce truc-là. Mais en fait, ce qu'on nous prévient pas, c'est le prix qu'il y a à payer en fait derrière. Et moi, je pense aujourd'hui que en fait, le patriarcat, comme l'appellent les féministes, a en réalité été plus ou moins créé, ou en tout cas entretenu par les femmes, parce qu'en réalité, ça nous protège. Mais en fait, on se rend compte que ça nous protège qu'une fois qu'on en a payé toutes les conséquences, en fait. Aujourd'hui, je me place en tant qu'antiféministe, mais je ne suis pas antiféministe dans le sens où je vais aller donner raison à tous les masculinistes misogynes de la planète. C'est simplement que je pense que le féminisme déconstructiviste que j'ai suivi. Donc il y a l'intention de casser toutes les constructions sociales qui sont censées nous emprisonner et nous oppresser. Je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, la réflexion, la maturité peut-être aussi, qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui étaient là pour nous empêcher de se retrouver à 30 ans avec une vie un petit peu misérable, quoi. Et c'est ce que je vois aujourd'hui avec beaucoup de mes amis qui ont été, comme moi, un petit peu dans ce délire très féministe. On arrive tout à 30 ans, on n'a quasiment pas de famille, on s'est fait bolosser par tous les gars qui voulaient juste avoir du sexe avec nous. On s'est fait complètement ruiner par le hook-up culture, quoi, le truc où on est tout le temps en train d'enchaîner les relations. Donc, il n'y a plus aucun gars qui s'engage. Donc, en fait, on se retrouve un petit peu seul, misérable. On a l'impression que, on a un petit peu gâché notre jeunesse, quoi. Il y a un petit truc un peu comme ça. La solitude, en fait, est très cruelle pour les femmes passées un certain âge. Et je pense qu'aujourd'hui, le féminisme passe totalement là-dessus, totalement dans la promotion du célibat. Ouais, mais 30 ans, c'est l'âge d'or, etc. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on fasse le bilan et qu'on se rende compte qu'en fait, notre génération là, de toutes les trentenaires qui vont arriver vont finir toutes seules avec des chats parce que voilà, on leur a appris à détester les hommes, on leur a pas du tout appris à gérer, à être en équipe. Et il y a un truc très individualiste, très capitaliste finalement dans la relation. Moi, je suis vraiment passionnée de mythologie, de psychologie analytique, etc. Je suis un petit peu perchée, comme on dit. Donc, moi, j'ai un féminisme qui a vraiment une volonté d'essayer de comprendre pourquoi les constructions sociales existent, justement. En fait, il y a cette idée de « il faudrait déconstruire les constructions sociales ». Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de constructions sociales qui sont pas si bêtes que ça et qui ont été en fait sélectionnées un petit peu de la manière darwiniste, quoi, pour fabriquer, on va dire, un système qui marche le mieux possible avec tous les inconvénients que ça a, bien sûr, parce que le monde est cruel et injuste et c'est bizarre, quoi. La vie est bizarre, on va dire ça comme ça. Et en fait, l'humain a un petit peu tâtonné pendant des milliers d'années pour essayer de trouver un truc qui marchait à peu près. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc pur, il y a un truc vrai dans les constructions sociales. Et moi, mon but, c'est, au lieu de les déconstruire, ce serait d'essayer de les nommer, de les comprendre, de voir en quoi ils sont indispensables dans une certaine mesure. Il y a aussi ce truc que je pense que, en fait, aujourd'hui, quasiment tout le monde, je sais pas pourquoi, est convaincu que genre, c'est parce qu'il y a une construction sociale, un espèce de socle basique, genre, bah oui, il faudrait que vers 25 ans, tu aies ton premier enfant, que tu te sois marié, etc. Parce qu'il y a ça, ça veut dire que toutes les autres options sont pas possibles. Du coup, ils voudraient tout casser, qu'il n'y ait plus du tout de repères. Comme ça, tout le monde fait ce qu'il veut et c'est parti, quoi. Alors que moi, pour moi, justement, juste dire, bon, bah voilà, si vous voulez prendre ce chemin sécurisant, donner une base pour que la grande majorité des gens qui n'ont pas envie de se poser de questions, en fait, suivent cette base et ça leur conviendra très très bien parce que y a des caractères qui sont beaucoup plus, résilients et adaptés, on va dire, à rentrer dans certaines cases. Et puis, ça se trouve, au sein même d'un couple monogame, par exemple, chacun va faire sa sauce, en fait. Il n'y a peut-être pas besoin de démolir tous les socles, toutes les valeurs, etc., pour pouvoir finalement vivre une vie qui te convient, quoi. Et il y aura toujours des gens qui seront bizarres, il y aura toujours des gens à la marge, et c'est normal, en fait, dans toutes les sociétés. Il y a le noyau dur de gens qui ont un certain système de pensée, des certaines valeurs, et puis il y a des gens qui gravitent autour. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui on voudrait prendre la marge et en faire comme si c'était la normalité, enfin comme si c'était censé devenir la normalité, alors que c'est pas le cas, quoi. Je crois que c'est le moment où j'ai compris le mobile. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait,
je comprenais. En fait, le féminisme commençait à devenir de plus en plus absurde. Mais vraiment, je me disais, mais c'est trop bizarre. Moi, je fais plein d'efforts pour essayer d'être forte, pour essayer d'être... Et en fait, on continue de jouer sur le truc de la victime. Et puis, ça partait de plus en plus en cacahuète. On parlait de manspreading, on parlait de mansplaining, on parlait de... Et puis moi, j'étais là et je vivais vraiment le truc, quoi. Parce que moi, je suis un petit peu jusqu'au boutiste. Donc, j'allais et en fait, je comprenais qu'en fait, le mansplaining, quand j'allais voir les gars et j'étais en mode, là, tu m'as coupé la parole. Et ils me disaient, mais c'est pas du tout du mansplaining, c'est juste... C'est pas intéressant ce que tu disais, c'était même pas en contexte, tu disais juste ça pour te rendre intéressante, donc ouais, on t'a coupé la parole parce qu'en fait, ça ne nous intéressait pas en fait, juste remets-toi toi en question et puis après tu viendras nous remettre nous en question. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, moi personnellement, je coupais beaucoup la parole pour raconter ma vie alors que tout le monde s'en foutait, quoi. C'est compliqué parce que c'est un petit peu de la psychologie, mais en fait, on a tendance à projeter sur l'autre nos propres défauts. Et en fait, quand j'ai compris que le féminisme n'était en fait qu'une excuse pour les femmes pour déverser et leur et leur volonté, voilà, de faire du drama et de s'occuper l'esprit avec des choses plus ou moins futiles et de pas faire les choses qu'elles devaient vraiment faire parce que, entre autres, je suis une artiste et je vois le moment que j'appelle la résistance, c'est-à-dire que quand tu dois faire un truc important dans la vie, quand tu dois, je sais pas, monter une boîte, faire une œuvre d'art, aller au sport, faire quelque chose de difficile dans la vie, il y a ce qui s'appelle la résistance qui va s'opposer. Donc la résistance, c'est la procrastination, quoi. C'est, voilà. Et en fait, moi j'appelle ça la résistance parce qu'en fait, c'est une force vraiment un peu universelle qui englobe beaucoup de choses. Et dans la résistance, il y a aussi, la volonté de créer des problèmes dans sa vie pour ne pas avoir... En fait, quand t'es vraiment agité émotionnellement, intellectuellement, quand t'as de la colère, etc., ça occupe tellement ton esprit que du coup, ça te donne une excuse pour ne pas faire ce que t'as à faire. Il y a un moment où tu ressens en toi une sorte de vocation, et quand tu suis pas ta vocation, eh ben, t'as tendance à foutre la merde. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais féministe finalement que pour m'éloigner de de mes vrais problèmes et foutre la merde pour foutre la merde, quoi. Je me suis dit, ok, en fait, il y a un truc vital dans la vie, c'est vraiment, d'abord, tu t'occupes de toi, et après, tu t'occupes du monde. Ce qui est totalement l'inverse du discours féministe et plus généralement du discours de gauche, qui est d'abord, on change la société, parce que la société est responsable de nos problèmes. Et en fait, à partir du moment où tu inverses le truc, et où tu te rends compte, ah non, en fait, c'est d'abord, je m'occupe de mes problèmes, et je gère... En fait, c'est très stoïque, en fait, comme truc, c'est... D'abord, je contrôle ce que je peux contrôler. Et après, on verra si j'ai assez de pouvoir si je monte assez pour pouvoir contrôler le monde qui m'entoure. Donc voilà, ça a été juste ça. En fait, ça a été l'espèce de revirement intellectuel. C'est à travers mes lectures, à travers tous les gens que j'ai rencontrés. Puisque en traînant beaucoup avec les hommes, je suis rentrée de plus en plus dans le milieu masculiniste. Et c'est eux qui m'ont appris tout ça et voilà, ça a été vraiment révélateur, quoi. Dans mon ancien féminisme, celui d'il y a 10 ans à peu près, même 5-6 ans, c'est vrai qu'il y avait une forme de misogynie en fait. Moi, je me rendais compte, mais c'est peut-être aussi parce que je traînais beaucoup avec les mecs, mais je me rendais compte que vraiment il y avait une sorte de dégoût, de dégoût de ma propre féminité. Et je me rappelle très bien que en fait, j'étais tellement dans une ambiance très testo, très masculine, que à chaque fois que j'avais mes règles, c'était comme si je changeais de personnalité. C'est-à-dire que quand j'étais dans mes 3 semaines de période où on est à peu près normal hormonalement parlant, entre guillemets, j'arrivais à en fait gérer ce côté très masculin de ma personnalité. Et dès que je commençais à passer dans ma période donc, de règles, là, tous mes progestérones, toutes mes hormones féminines remontaient à la surface. Et là, je me découvrais une autre personnalité et je trouvais ça ingérable et je détestais cette période-là. Bon, déjà parce que j'avais mal au ventre et que on n'est pas bien, quoi. Mais en plus, il y avait vraiment cette espèce de détestation et presque de haine, quoi. Je me disais, mais regarde, tu chiales comme une merde. Est-ce que ça se fait, ça? Est-ce que c'est fort de faire ça? Non, si tu veux faire quelque chose de ta vie, arrête de te plaindre et lève-toi et va... Enfin, tu vois, il y avait vraiment cette espèce de... Ce moment où je redevenais un petit peu plus sensible aux choses, je le dépréciais totalement. Et ça m'a vraiment rendue
la pire des misogynes, quoi, clairement. Elle représentait quelque chose que moi, finalement, je ne pouvais pas avoir, c'est-à-dire le désir des hommes. Parce qu'il y a ça aussi qu'on parle, on n'en parle pas de ça. Mais en fait, c'est ça le nerf de la guerre, c'est-à-dire que, bien sûr, le féminisme, aujourd'hui, c'est bien, mais en fait, euh, on peut pas cacher que nous, les femmes, au fond, on désire le désir des hommes, quand même. En fait, à l'époque, je pensais que je m'en foutais, mais en fait, après quelques énormes chagrins d'amour, en fait, j'ai aimé des gars à mourir, et je me retrouvais vraiment face à un mur, en fait, parce que pour eux, j'étais beaucoup trop masculine et je n'arrivais pas à générer justement ce désir. Et en fait, après avoir été blessée, mais au plus profond de mon identité, c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une relation avec un homme, en fait. Enfin, je sais pas à quel moment on m'a fait croire que c'était pas le cas. Je sais pas à quel moment on m'a fait croire que je désirais une grande carrière. Je sais pas à quel moment on m'a fait croire que je ne voulais pas d'enfants. Parce que c'est faux, je veux des enfants, je veux une famille, je veux créer ma petite tribu et je l'ai toujours voulu en vrai. C'est juste, quand t'es jeune, c'est facile de plus y penser en fait. C'est facile de te dire ouais mais c'est bon, j'ai le temps. Parce qu'en fait tu vois pas... Et puis en fait à un moment le temps passe, puis là t'arrives à 27, 28, 29, 30. Et là tu te dis oh merde. Mais attends, mais là si je fais le calcul, genre techniquement il me reste genre 5 ans. Enfin tu vois, il y a un truc... Mais en fait moi je voulais 3 enfants, mais ça y est j'ai déjà 30 ans. Enfin tu vois. En fait si tu veux c'est pareil, dans l'introspection, dans la volonté d'essayer de me réconcilier avec moi-même et d'essayer justement de s'aimer soi-même. Voilà, les féministes adorent parler de ça. Mais justement, il y avait vraiment cette volonté de se dire, bah en fait non, mais je suis une femme. Peut-être que mes qualités féminines finalement vont m'être réellement utiles. Et en fait, ça a été tellement incroyable de me réconcilier avec ma féminité. Je pense qu'il y a une partie aujourd'hui du féminisme qui est justement dans cette négation du fait que les femmes désirent finalement le désir des hommes. Et en vrai, comme il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie féminine très très puissante et qui ont ce pouvoir, bah du coup elles sont dans un autre genre de féminisme, un peu plus libéral, tu vois, il y a ce côté un peu, souvent elles l'utilisent un petit peu aussi pour être des travailleuses du sexe ou des choses comme ça, tu vois, elles sont un peu dans l'hypersexualisation, il y a ce côté féminisme libéral qui est très très dans mon corps, mon choix, voilà, et donc là il y a ce délire aussi un peu sorcière, on est vraiment dans l'accentuation absolue de la féminité. Donc tu vois, c'est aussi une sorte de féminisme qui aujourd'hui est beaucoup plus populaire que le féminisme masculiniste. Alors moi, je suis vraiment passionnée de biologie, de neurobiologie et même de psychologie un peu avancée. Et ma définition à moi, c'est que je pense que les hormones ont un impact absolument primordial sur le caractère et sur le ressenti et c'est ce que je vous disais juste avant, tu vois, c'est le côté je pouvais maintenir mon caractère masculin pendant une certaine durée et dès que les hormones commençaient à flotter dans mon sang, ça y est, j'étais une autre personne. Donc je pense que vraiment on sous-estime vraiment la puissance des hormones et vraiment les hommes sont des machines qui marchent à la testostérone et les femmes sont des machines qui marchent à l'œstrogène. Et c'est comme ça. En réalité, pour avoir parlé récemment avec des trans, ils me disent, eux, ils prennent littéralement des hormones, donc du sexe opposé, et ils le disent, leur caractère, leur façon de se comporter, etc. Tout, même leur façon de penser, même leur goût, que ce soit leur goût des hommes, leur goût, je sais pas comment dire, tout change en fait. Je pense que même neurologiquement parlant, pour avoir beaucoup traîné avec les garçons, je me rends compte maintenant quand je parle à un cerveau féminin et quand je parle à un cerveau masculin. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu bizarre parce que quand je me suis mis à interviewer donc, des trans qui donc sont des femmes trans, mais du coup qui sont nées hommes, en fait, j'étais assez choquée parce que malgré toute leur apparence, leur voix, leur douceur, tout semblait féminin, quand même, des fois, je posais des questions et là, je me disais oh, waouh, non, ça c'est un cerveau masculin, malgré les hormones, malgré tout. En fait, il y a vraiment des chemins de pensée, en fait, des façons de répondre, des façons de capter qui sont, je sais pas comment dire, profondément féminin, profondément masculin. Quand j'étais dans ma bande de potes garçons, en fait, je n'avais jamais ma place réellement. Et c'était ça le truc un peu cruel, c'est que moi je voulais devenir un petit peu leur pote, tu vois, je voulais faire partie de cette espèce de fratrie. En fait, on n'a pas notre place parce que simplement juste, il y a un décalage, genre juste que tu ne peux jamais vraiment, je sais pas comment dire, rattraper quoi. Genre les hommes sont vraiment nés sur Mars et les femmes vraiment de Vénus. Et c'est pas parce qu'il y a des caractères qui diffèrent et qui peuvent peut-être, tu vois, rappeler l'autre sexe,
qui empêche le fait que bah voilà, on est quand même beaucoup impacté par nos hormones, on est beaucoup construit du coup chimiquement depuis la petite enfance par ces hormones-là. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je définirais un homme et une femme. On sait, vraiment, il y a des études et tout qui montrent que, par exemple, les petits garçons ont réellement besoin d'une figure paternelle pour se développer correctement. Après, moi personnellement, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement que la femme a besoin d'un modèle féminin, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Moi, j'ai ressenti que, en fait, au moment où j'ai senti que j'avais besoin d'exprimer ma féminité, et je me suis vraiment retournée partout, et je me suis dit, mais à qui je peux à quoi je peux m'identifier en fait, à quoi je veux ressembler, qui est-ce que je suis, qui est-ce que je veux être. Les modèles que j'avais pris jusqu'à maintenant ne correspondaient pas avec ma biologie profonde en fait. J'étais totalement en décalage. Donc il y avait cette espèce justement de dysphorie, tu vois, le fameux dysphorie de genre. Il y avait vraiment cette espèce de décalage où je me disais, mais attends, mais je me ressens quelque chose, mais en même temps c'est en décalage avec ma vraie biologie, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que si j'avais eu des modèles, ne serait-ce que dans ma famille, ce qui n'a pas été le cas, ou même dans mes amis, d'une femme légèrement masculine, mais qui aurait réussi à trouver un moyen d'embrasser sa féminité malgré tout, ça m'aurait donné, on va dire, un chemin. Donc moi, j'ai pas du tout eu de modèle. À une époque, je me suis beaucoup attachée à Jeanne d'Arc, notamment parce qu'en plus, je venais à peine de faire un petit peu ma transition politique. Et donc, j'étais à l'atelier Misseur justement à l'époque, et ils étaient en train de faire la statue de Jeanne d'Arc. Et donc, à chaque fois que l'atelier Misseur s'attelle à une statue, c'est tout l'atelier est dans cette ambiance, on lit les livres, on va dans les bibliothèques, on cherche. Voilà, on essaie de s'imprégner en fait de l'ambiance et de l'âme en fait du personnage que Misseur est en train de fabriquer. Et donc à ce moment-là, justement, on me demandait de fabriquer l'auréole de Jeanne d'Arc. Et ça a été vraiment, je pense, un truc vraiment un peu transcendant en fait dans cette histoire, parce que je me suis dit, ok, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout le même contexte, mais quelque part, est-ce que c'est pas ça une belle figure à laquelle tu peux te raccrocher? Et bon, moi qui n'ai pas du tout grandi dans la culture chrétienne, tu vois, moi j'ai été beaucoup athée, c'était très bizarre de me dire que j'allais m'attacher à une sainte, tu vois. C'était vraiment hyper étrange, mais en final, il y a eu tellement d'émotions, tellement de choses qui se sont mélangées. Et ça a été un peu mon modèle. Donc un premier modèle, et je me suis dit, je suis sûre que je ne suis pas la seule à être perdue comme ça, avec un caractère un peu plus masculin, justement parce que aujourd'hui, on peut pas cacher que la masculinité a reculé. Il y a de moins en moins d'hommes puissants, on se sent de moins en moins protégé, on se sent de moins en moins en sécurité tout simplement, pour mille raisons. Et je pense que le féminisme a beaucoup pris aussi ça pour grossir, tu vois, en disant les hommes sont tous des violeurs et tout, machin, nous mettre encore plus dans cette ambiance d'insécurité et de trucs. Et c'est pour ça que je pense que par instinct de protection, on s'est beaucoup masculinisé, et dans ce que je vois, dans les messages que je reçois, il y a beaucoup de femmes qui sont exactement dans la même situation. Des fois, des histoires assez terribles de femmes qui se sont faites violer, agressées sexuellement, souvent très jeunes, qui ont dû, du coup, se construire un persona extrêmement fort de femmes, voire même se camoufler, même devenir presque très masculine, ou même obèse, ou tu vois, un truc où tu essayes de rejeter un maximum le désir de l'homme, justement parce que t'en as peur. Pour toutes ces femmes-là, en fait, qui sont moi, en fait, on a toutes eu un peu la même histoire, j'ai l'impression. Pour ces femmes-là, je me dis qu'il faut qu'on amène ces sujets-là sur la table, et qu'on essaye de fabriquer des modèles, qu'on essaye de personnifier, d'incarner des nouveaux modèles de féminité, peut-être un peu plus masculine, voilà, et d'encourager aussi les hommes à incarner également leur masculinité, même si ils se sentent un petit peu féminins. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. En ce qui concerne ce qu'ils appellent le lesbianisme politique, pour moi, c'est vraiment un aveu de faiblesse, un aveu de... je sais pas comment dire, c'est genre... En fait, les femmes ont voulu négocier les lignes du patriarcat, en pensant qu'elles allaient pouvoir négocier plus de choses avec les hommes. Mais elles l'ont fait avec une telle agressivité, une telle haine, qu'en fait ça a totalement séparé, ça a scindé en fait les hommes et les femmes. C'est Julien Rochdy qui parle de l'amour et la guerre, en fait. À la base, c'était
une tendre guerre. C'était une guerre parce qu'on ne se comprenait pas forcément, mais on va dire qu'on arrivait quand même à trouver, malgré nos différences, des raisons pour s'aimer. Tandis que là, en fait, le féminisme a créé des raisons pour se détester, quoi. Et donc maintenant, vu qu'on se déteste réellement, je veux dire, là, c'est vraiment une guerre, il y a eu des morts de chaque côté, entre guillemets. Et du coup, comme on se retrouve en mode, on peut plus dialoguer, on a coupé, en fait, le lien qu'on avait avec les hommes, dans ce cas-là, on n'a qu'à devenir lesbienne, en fait, et c'est ce qu'ils appellent le lesbianisme politique. Qu'est-ce que j'en pense? J'en sais rien. Si les filles, au final, elles sont contentes comme ça, tant mieux. Ça pose des vraies problématiques, peut-être un peu plus sociales, avec la GPA, la PMA, etc. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet très, très complexe. Maintenant, c'est un peu triste, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc vraiment fun et attractif dans le fait de rentrer dans cette espèce de jeu de chat et de souris et d'essayer de provoquer le désir. Enfin, c'est quand même le truc que les femmes ont adoré faire depuis des milliers d'années, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment intéressant là-dedans, mais bon, s'il y a certaines femmes qui ne veulent plus juste rentrer dans ce combat-là, grand bien leur face. Moi, je dis juste, c'est dommage, et je pense que ça nous rend pas forcément heureuses. Souvent, les lesbiennes, elles ont déjà beaucoup de mal à accepter leur homosexualité. En fait, il faut comprendre la douleur que c'est de se retrouver en fait dans la marge sans l'avoir réellement voulu, quoi. Et donc, c'est vrai que voir des filles, juste par effet de mode ou juste par envie d'arrêter de se faire chier avec les gars, vouloir devenir lesbiennes, c'est vrai que certaines lesbiennes sont peut-être un peu vexées, et je peux les comprendre, tu vois, que en gros, le truc qu'elles n'ont pas choisi devienne juste un effet de mode politique. En fait, c'est un truc que moi j'ai vécu quand j'étais très jeune, enfin on va dire entre mes 18 et mes 21 ans. Je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accepter justement ce caractère et ce corps très masculin. Ça avait déjà commencé, je veux dire, quand j'avais 13-14 ans, j'ai commencé à vraiment grandir, avoir beaucoup de muscles en fait, très rapidement, ce qui a créé une sorte de déroute. Je me suis dit, mais ok, c'est bizarre, je rentre pas du tout surtout au collège, lycée, il y a beaucoup ce truc des filles cool, et je les regardais, j'étais en mode, ah mince, moi je suis vraiment pas ça, et ça s'est vraiment aggravé jusqu'à mes 18 ans, où là j'étais vraiment en mode, ok, non, en fait je suis un mec, c'est pas possible en fait, genre juste, je m'entends juste intellectuellement, je crois que je suis un mec, physiquement clairement je crois que je suis un mec. Dès que je mettais des petites robes bustiers, j'avais l'impression d'être un travesti, donc je me dis mais en fait je serais tellement mieux en homme en fait, je serais plus confortable, puis même ça va mieux avec, je sais pas, mes projets de vie et tout, enfin bref. Du coup il y avait une véritable, donc ce qu'ils appellent dysphorie de genre. Donc là il y a plein de gens qui me diront non mais en fait la vraie dysphorie de genre c'est pas ça, parce que ça commence quand t'es enfant, et puis tu te poses jamais de questions, genre tu le sais. Bon, mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, réellement, il y a des gamines qui sont comme moi, qui arrivent à 16 ans dans des cabinets de psychiatres et qui disent bonjour, en fait, je me sens pas bien dans mon corps parce que j'ai l'impression que je suis un homme, quoi. Et ces psychiatres leur disent d'accord, ça veut dire que vous êtes transgenre, et commencent à leur donner des hormones. Donc, effectivement, le transgenrisme existe. C'est un truc effectivement qui existe à part entière et qui est une espèce d'extrême minorité de la population. Mais aujourd'hui, cette espèce de transgenrisme s'étend et se diffuse dans la société. Et moi, ça fait des années que je vois ça se diffuser et toucher justement des gamins et des gamines. Je dis gamins, gamines, je parle même de jeunes adultes, je veux dire mineurs de 16 à 23 ans même, qui se font un petit peu avoir aussi de la même manière que moi à l'époque. Je me suis réellement posé ces questions-là en mode mais ça se trouve je suis un gars. Et en fait eux ils tombent dans ce qu'ils appellent le YouTube trans. Donc en gros c'est plein de vidéos où en fait on t'explique que si tu te sens pas bien, c'est à cause de ça. Mais moi si j'étais tombée là-dessus il y a 10 ans, mais j'aurais totalement accroché le truc, quoi. Mais vraiment, ça m'aurait donné, tu vois, le mode d'emploi, justement, que je te dis que je cherchais. Donc, on m'aurait donné un mode d'emploi tout tracé, en mode, t'inquiète, tu vas devenir un mec et tu vas devenir méga BG, tu vas avoir les muscles que tu veux, parce qu'il y avait ça aussi, moi, je voulais devenir musclée, et j'avais beau me bourrer de protéines et d'aller à la salle, mais petit, quoi, j'avais juste mes grosses épaules et c'est tout, quoi, j'avais toujours mon petit bidou et tout, j'avais pas d'abdos que je voulais, donc mais si j'avais pu me piquer à la testo, mais je l'aurais fait, mais avec plaisir, tu vois. Donc bref, je vois bien le truc où aujourd'hui c'est un petit peu pervers, c'est-à-dire qu'on mélange un petit peu tout, en plus aujourd'hui on n'a plus le droit de poser aucune question, c'est-à-dire que moi quand je commence à dire
Alors oui, ça existe les transgenres, les transsexuels, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a peut-être une dérive. Bah ça y est, je me fais taxer de transphobe partout sur les réseaux et je suis pas du tout la seule, hein. Je veux dire, tous les intervenants qui sont venus dans mon documentaire, notamment les parents de Hippomonie ou comment dire, les psychiatres et psychanalystes de l'Observatoire de la Petite Sirène ou même Dora Muto, etc. Toutes ces personnes-là sont juste, elles ont posé des questions, elles ont dit attendez, peut-être qu'on va un petit peu trop loin, et elles se font automatiquement taxer de transphobes et de je sais pas quoi. Donc en fait, on n'a plus le droit de poser des questions. Et en fait, c'est un truc, ça me reste dans le, je sais pas comment dire, au fond de la gorge depuis plusieurs années. Et j'avais fait il y a peut-être en 2016, j'avais fait une vidéo sur internet qui disait écoutez les gars, ça commence à vraiment partir en cacahuète, cette histoire de transidentité. Moi, j'ai vécu le truc. Je me suis considérée comme trans pendant plusieurs années. En fait, j'en suis revenue. Ne faites pas de conneries avec vos hormones et avec les chirurgies et tout. Attendez un petit peu, peut-être que c'est pas ça votre problème en fait. Peut-être que vous êtes juste comme moi et que vous avez un peu du mal. Et cette vidéo avait fait un bad buzz à l'époque parce que c'était déjà... Et j'avais dû la supprimer au bout de 2 mois parce que j'en avais tellement marre des commentaires de trans qui venaient me dire « Non, mais t'as rien compris, en fait, t'es pas vraiment trans et tout. » J'ai dit « Bon, ok, c'est pas grave. » Bon. Et donc, cette vidéo-là, d'ailleurs, que j'ai mis en partie dans mon docu, voilà, c'était déjà ma première petite pichenette dans le truc. Et puis, j'ai ravalé le truc et je me suis dit, bon, écoute, t'es pas assez calé pour parler du sujet, tu sais pas enfin voilà, t'as aucune légitimité, ça se trouve, tu comprends rien, tais-toi, et puis voilà. Et puis en fait, le truc devient de plus en plus... Je sais pas comment dire, devient de plus en plus important, notamment aux États-Unis. Ça a commencé à vraiment péter. Il commence à y avoir des drames qui arrivent en Angleterre, en Suède, aux États-Unis et tout. Il y a des choses horribles qui nous reviennent. Et en fait, cet été est sorti donc le What is a Woman de Matt Walsh. Et là, j'ai trouvé ce documentaire, donc il a fait un vrai buzz. Et je l'ai trouvé pas très bien amené en fait. Il est très bien et tout, il montre bien un petit peu les paradoxes et tout, mais bon, faut quand même, Matt Walsh c'est quand même un conservateur, voilà, qui est anti-avortement, etc. Et je me suis dit, tiens, ça manque quand même, tu vois, de vécu, quoi. Ça manque de... En fait, il comprend pas vraiment ce qu'on ressent, il comprend pas par quoi on passe réellement. Il veut juste ridiculiser, en fait, finalement, tout ça d'un seul bloc. Et donc, je me suis dit que, ça valait peut-être le coup que je tente le documentaire en fait. Donc j'ai bien fermé ma bouche pendant plusieurs années et là voilà, j'ai tout pris et j'ai mis un petit peu mes tripes sur la table quoi.